Bonjour et bienvenue dans Génération République, l'émission qui établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Ce mois-ci, nous allons parler d'une institution que nous connaissons tous très bien de l'intérieur, l'école. Est-elle connectée à notre 21e siècle? Promeut-elle vraiment l'égalité des chances, laïque, gratuite, obligatoire? Quelle évolution pour notre école? Pour y répondre, nous sommes venus ici, à l'IUFM de l'Université de Cergy-Pontoise, un des 32 IUFM en France, à la rencontre d'étudiants, des anciens élèves, des futurs professeurs, des citoyens qui vont nous livrer leur regard sur l'école en mutation. Ils seront ponctuellement éclairés et pourront interagir avec notre invitée ce mois-ci, Nathalie Mons, professeure en sociologie et spécialiste des questions d'éducation. Allez, immersion! Je voudrais qu'on commence cette émission en parlant de l'enfant. Moins d'un enfant sur deux, d'après les chiffres de l'OCDE, déclare ne pas se sentir forcément chez soi, à l'école. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous-même, ça vous rappelle que en allant à l'école, vous aviez mal au ventre, par exemple? Lisa? Moi, oui, parce que j'étais dans une autre école, pas dans ma ville. Donc du coup, c'était l'arrivée en CP, le stress, la boule au ventre et en pleurs. Et au fur et à mesure, ça s'est passé, vu que je suis là aujourd'hui, en fait. Et du coup, quand tu regardes les enfants aujourd'hui qui vont à l'école, oui. Est-ce que tu souffres pour eux? Non. Non? Non, bah non. Non, parce que je le ressens pour certains élèves, mais pas pour tous. Je sais qu'il n'y a pas de raison, en fait. Ils se connaissent, moi je suis là, je suis ouverte, parce que je suis en classe, en fait, le lundi. J'ai ma classe de CE1. Donc on peut être là pour eux, et s'il y a un problème, on est là, en fait. T'avais mal au ventre quand t'allais à l'école, toi? Alors, pour ma part, en fait, c'était surtout... ça s'était déclaré au collège, en fait. Ouais. Mais ça n'avait pas duré jusqu'au lycée, heureusement. Mais après, dire pourquoi, je dirais que c'était lié à divers facteurs. En fait, il y avait par exemple l'approche du lycée qui était assez stressante. Il y avait aussi... De quoi, la réussite, ça veut dire? Oui, voilà, la réussite. Il y a également après les attentes des professeurs. Certains professeurs qu'on n'a pas envie de décevoir, justement, par rapport à la relation qu'on instaure justement avec eux. Envie de plaire, quoi. Oui, entre autres, oui, on pourrait dire ça comme ça, oui. Aude? Nous, on est là en tant que futurs professeurs pour justement instaurer un cadre agréable dans lequel ils s'épanouissent et justement ne ressentent plus ces angoisses. En tout cas, nous, on est bien décidés à faire en sorte que ça disparaisse. On a une invitée qui est dans cette émission et qui nous éclaire et qui interagit avec vous tout au long de l'émission. C'est Nathalie Mons. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Je recadre qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes sociologue, vous avez été experte à l'OCDE et vous avez aussi été membre au comité de pilotage de la concertation sur Refondons l'école qui a été reprise par Vincent Peillon. Vous vouliez intervenir sur ce qui a été dit jusque-là? Oui, moi je suis très étonnée et tout à fait contente de voir que nos futurs enseignants sont tout à fait conscients qu'aujourd'hui, dans l'école française, il y a un problème quand même à la fois d'angoisse et de stress. Et ça, c'est tout à fait nouveau d'entendre ce discours parce que longtemps, l'école, au contraire, a été associée à la rigueur, au travail, à l'effort. Et donc, ces notions de bien-être et de confort à l'école, elles étaient absentes dans les discours. Donc je crois que là, vraiment, il faut être conscient que dans les années à venir, c'est une thématique, ce bien-être, qui est vraiment important et qu'il va falloir qu'on solutionne. Du coup, par exemple, toi, tu te sens encore plus proche de ce que c'était qu'être élève ou de ce que ça va devenir d'être professeur? Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que je me sens plus proche des professeurs que des élèves, ouais. Même si je poursuis mon cursus d'études encore actuellement. Et puis, surtout, le projet que j'ai envie de mener me passionne. Donc, du coup, le professorat, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Tu as employé un terme qu'on emploie assez rarement, il me semble. C'est le projet que j'ai envie de mener me passionne. Et je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, il y ait tant de vocation et de passion pour ce métier. Alors, contredis-moi. Alors oui, je vais contredire. C'est une réalité, mais nous, on est là. Donc ça montre bien que, voilà, on persiste. Qu'il y en a aussi.
Voilà, malgré, on dit, un salaire faible, des conditions de travail qui se dégradent, on est là et on a envie de faire ce métier. Donc je pense que c'est la meilleure réponse qu'on pouvait apporter pour contredire le fait que le professorat, finalement, c'est pas un métier qui attire. Et toi, Kevin, pourquoi vouloir rester à l'école? Pourquoi vouloir enseigner? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cas, en fait, c'est sorti de nulle part, parce que je m'en suis rendu compte que j'avais envie d'enseigner. Je m'en suis rendu compte de ça en licence. C'était parce que tu savais pas ce que tu voulais faire? Je dirais qu'il y avait un peu de ça. Ah mince, c'est pas une vocation ça alors. Mais dans un sens, si, parce que c'est une question que je me posais déjà depuis longtemps en fait. Et puis il y aurait plein de filles, tu serais content. En plus. Non, mais et puis en cours de licence, en fait, c'est pendant que je faisais un peu de soutien scolaire, en fait, ça s'est déclaré, quoi. Je me suis juste dit que j'aimerais faire ça. J'aimerais faire ça à un plus haut niveau, en fait, avec plus d'élèves. Faire quoi? D'enseigner, d'apporter de la connaissance et d'aider les jeunes, en fait. Et toi, Kevin? Ça s'est révélé aussi au fur et à mesure, surtout lors d'un stage que j'ai effectué en maternelle, donc avec des tout petits, une grande section. Et là, je me suis dit, mais éveiller des enfants aussi jeunes, ils sont curieux de tout. Ils s'intéressent à beaucoup de choses. Si on arrive à les captiver, si on arrive à les intéresser, et de voir dans leur regard que d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose d'utile et de le transmettre à ses camarades, dans les familles aussi. Parce qu'à travers l'élève qu'on a en classe, c'est aussi un enfant qui retourne chez lui, qui a aussi d'autres occupations, d'autres activités, et qui côtoie forcément d'autres adultes, dont sa famille, ses parents. Et justement, en apprenant certaines valeurs de l'école, il peut aussi les transmettre chez lui. Et c'est important qu'il y ait aussi ce dialogue entre l'école et les parents, parce que ça amène la construction de l'enfant et aussi de l'élève en tant que tel. Alors on va remonter un petit peu dans le temps et regarder un sujet sur comment l'école s'est créée, comment elle s'est fondée, pourquoi, pour qui. Et puis nous réagirons ensemble après. L'école gratuite, l'enseignement public, laïque, ça date de la Troisième République, en 1881. Les lois de Jules Ferry concernent l'école primaire. C'est une obligation d'instruction et non de scolarisation. Leur but, alphabétiser, franciser les enfants français. Ça s'inscrit dans le projet des Lumières, émanciper le peuple souverain, mais aussi former les citoyens et unifier la nation. Malheureusement, c'est un système démocratique qui est beaucoup plus juste dans les mots et dans le verbe que dans la réalité vécue par notre système. En réalité, nous sommes un des systèmes éducatifs au monde qui est le plus sélectif, le plus élitiste et qui reproduit le plus les inégalités. Alors oui, l'école se démocratise avec De Gaulle. Les réformes de 1959 et 1963 prolongent la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. Mais la démocratisation de l'enseignement devient un enjeu central des politiques éducatives. La nécessité, c'est de former des élites scientifiques et techniques plus nombreuses pour accroître la puissance économique du pays. Mais l'institution fonctionne toujours comme un entonnoir. Plus on avance dans sa scolarité, plus les taux se resserrent, les dés sont lancés, que le meilleur gagne. On joue tous ces cartes jusqu'à 20 ans, 22 ans. Si ça marche bien, on est tranquille pour la vie. Et si ça ne marche pas, on est écarté pour la vie. Il y a l'idée d'essayer de conjuguer efficacité et équité. C'est comme dans une compétition sportive. On se dit, si on veut avoir une compétition sportive juste, il faut qu'on ait beaucoup de concurrents. Mais ces concurrents ont-ils vraiment tous les mêmes chances de réussir pour occuper un jour les bancs de Sciences Po, Polytechnique ou l'EDA? On tente de parler d'égalité des chances, mais au-delà de la formule, il y a d'abord des inégalités de moyens. Si on compare avec la moyenne des pays de l'OCDE, la dépense par élève est inférieure de 17% à la moyenne des pays de l'OCDE dans le primaire, alors qu'au collège et au lycée, elle est supérieure de 12%. Comprendre, il y a plus d'élèves en primaire qu'en secondaire. Ok, on sait. Mais plus surprenant, on consacre plus d'argent au second degré qu'au primaire. Inégalité de moyens, mais aussi inégalité sociale, des inégalités qui se répercutent au sein de l'école. L'être humain est un être social, donc dès la première minute de sa vie, il est avec des parents qui ont telle ou telle ressource éducative, telle ou telle ressource affective, financière, etc. Donc les enfants sont inégaux. Et le drame à l'école française, c'est que l'école serait supposée d'égaliser les chances. Pour que la compétition soit juste, il faut qu'elle égalise les chances, mais elle n'y arrive pas. L'école, une compétition où il y a des gagnants
et des perdants, 150 000 jeunes sortent du système sans diplôme chaque année. Alors, l'école, machine à élite ou machine à broyer? Ceux qui ne s'en sortent pas dans un système aussi sélectif, eh bien ceux-là, nous n'arrivons pas encore à trouver les moyens d'accompagner des jeunes avant qu'ils ne décrochent et puis finalement leur proposer un système éducatif qui leur convient. C'est tout simplement pas encore dans notre culture scolaire. L'égalité des chances paraît plus idéale que réelle, comme si on n'échappait pas vraiment à son milieu. Dans les faits, les élèves ont moitié moins de chances de faire des études supérieures quand leurs parents sont peu instruits que quand les parents ont fait des études supérieures. Ce qui montre l'incapacité du système à remettre en jeu ceux qui n'ont pas les meilleures armes dès le départ. Alors, revue de ce reportage, l'école machine à broyer, machine à élite. Yasmina, toi, tu vois ça comment? Moi, je vois un petit peu comme une machine à élite, enfin, moins qu'à broyer, parce que c'est pas non plus le but de l'école de réduire les élèves à néant, hein, loin de là. Mais c'est vrai que j'ai pu constater au cours de mes stages que ceux qui avaient la possibilité de s'en sortir le mieux, c'était ceux qui avaient les moyens à la maison justement de réinvestir ce qu'ils avaient appris à l'école. J'ai un peu le même ressenti que Yasmina. Et pourtant, j'étais pas dans une école, au cours de mes stages, dans des écoles difficiles. Mais oui, cette impression d'avoir des classes à 28, donc des classes trop lourdes. Et on s'occupe mal des 4 enfants qui auraient vraiment besoin de nous tout le temps. Et moi, ça m'a énormément frustrée pendant mes stages. Mathilde? Je suis dans une école, on va dire, un petit peu en difficulté. C'est-à-dire qu'elle se trouve où? À Sarcelles. D'accord. Par rapport au programme qu'on est censé faire, donc moi c'est des CM1, quand je vois le programme et ce qu'on nous dit de faire, que je vois qu'ils ne maîtrisent même pas les programmes précédents, CE2. Donc je suis beaucoup dans le programme de CE2 et non pas celui de CM1 dans beaucoup de domaines, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore acquis. Alors, il y a les expériences personnelles et puis il y a les chiffres qui parlent aussi. Par exemple, la Cour des comptes a déclaré en 2010 que l'État investirait à peu près 47% en plus pour un élève qui est à l'intérieur de Paris qu'un élève qui est en banlieue. Nathalie Mons, j'aimerais bien que vous réagissiez à tout ça, s'il vous plaît. C'est très important parce qu'en France, on s'est longtemps concentré sur les inégalités sociales qui existent et qui sont flagrantes. Et en fait, depuis peu, on a découvert que ces inégalités sociales, elles se cumulent avec des inégalités territoriales. C'est-à-dire que dans les établissements qui accueillent déjà les élèves en plus forte difficulté sociale, on n'a aussi pas les mêmes moyens pédagogiques pour les faire réussir. Il n'y a pas non plus les mêmes moyens apportés par les collectivités territoriales. Par exemple, les mairies, sur les budgets des mairies, il y a un écart de 1 à 10 en fonction des municipalités. Donc c'est énorme et ça, c'est un problème qu'il faut vraiment résoudre. C'est vrai que les besoins et les moyens dans les écoles sont très différents, notamment dans des zones dites sensibles où forcément les élèves peuvent être en difficulté parce qu'aussi on est en France et il y a le multiculturalisme. Et c'est vrai que des élèves non francophones, on en rencontre. Les parents ne parlent pas français, peuvent parler turc, donc les enfants n'entendent pas du français à la maison. Donc déjà partir avec ces difficultés-là, c'est pas si évident pour un enfant. Et qu'est-ce que tu fais toi en tant que maître? En tant que maître, on essaye d'appliquer une pédagogie vraiment pour eux, mais ils ne sont pas au même niveau. Et c'est vrai que malheureusement, je ne parle pas turc, par exemple, ou je ne parle pas le congolais. C'est très compliqué à mettre en œuvre et on veut quand même qu'ils rentrent dans les apprentissages, qu'ils se sentent bien dans la classe. Par rapport justement à ce que tu disais, Kevin, le rôle des parents est vraiment important en dehors de la classe, mais aussi le professeur peut faire en sorte que les élèves s'entraident, parce que les classes sont forcément hétérogènes avec des niveaux différents. Et pourquoi pas justement s'appuyer sur des éléments moteurs pour aider les élèves plus en difficulté, créer une vraie dynamique de classe en fait pour de l'entraide et du soutien que le professeur peut plus encadrer et suivre que ce qui se passe à la maison chez les enfants et qui est moins... Du coup, les inégalités sont plus importantes. En fait, il peut y avoir des initiatives de professeurs qui font en adoptant une attitude particulière, une méthode de cours, ça va donner une impulsion, un petit truc. Forcément, dès l'instant où on se sent plus intéressé, où on se sent impliqué et qu'il y a une motivation, comme une dynamique, en fait, on a envie de faire quelque chose, on sent que c'est concret et que ça va servir à quelque chose, tout de suite, c'est plus valorisant pour l'élève
et du coup plus formateur aussi pour la classe. Ouais, faut qu'il y ait du sens en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que les choses aient du sens. Bon. En soi, c'est du bon sens, mais le bon sens, c'est pas forcément partagé. Je vous propose un reportage maintenant sur les différentes méthodes alternatives. On va parler d'écoles alternatives. On pense à Montessori, on peut penser à Freinet, entre autres. L'idée, c'est plus de voir ce qui s'y pratique et comment on peut s'en inspirer. Regardez. Les enfants doivent s'éveiller. Donc il y a le concept d'épanouissement, faire sortir de soi la plus grande richesse qu'on a. Et ces écoles-là, normalement, font très attention à ce que sont les intérêts développés par les enfants. L'objectif, développer la confiance en soi, l'autonomie et permettre à l'élève d'évoluer à son propre rythme. Pour ce faire, il y a moins d'heures de cours, quasiment pas de notes, car l'idée, c'est qu'on apprend mieux en faisant qu'en écoutant. Si un élève s'intéresse à des matières artistiques, physiques ou manuelles, pas de problème. Les enseignants accordent autant d'importance à ces matières qu'au français ou aux mathématiques. Et ça marche. En ce qui concerne les acquis scolaires, ces écoles réussissent aussi bien que les écoles classiques. Au total, quelques 700 établissements appliquent des méthodes alternatives en France. Alors, aucun hic, mais si. Ces écoles sont la plupart du temps privées, donc payantes. Des écoles pour les privilégiés ? Pas seulement. Les pédagogies alternatives existent aussi à l'école publique. Les premiers établissements de ce type sont nés en 1982 sur décision d'Alain Savary, alors ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, 13 établissements regroupés dans la Fédération des établissements scolaires publics innovants en font l'expérience. L'ambition de la FESPI, proposer à tous une autre pédagogie. Nous défendons l'idée que l'école publique doit être son propre recours, à avoir des hauts niveaux d'exigence, mais pas pour une minorité, pour tous. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une éducation au rabais. Mais aussi offrir une seconde chance aux décrocheurs et autres laissés pour compte de l'école publique grâce à une pédagogie spécialement adaptée. Pour les structures de type micro-lycée ou de décrocheurs, en fait, les résultats sont extrêmement bons. On arrive à plus de 80% de réussite des élèves au bac, en sachant que ce sont des élèves qui n'avaient plus aucune place ailleurs. Ces écoles publiques innovantes n'ont pourtant pas vocation à devenir la norme. Plutôt que de généraliser ces modèles, Vincent Pillon entend remettre en place un conseil de l'innovation et de la réussite éducative supprimé depuis 2002. Ces écoles sont donc davantage un laboratoire, une boîte à idées pour inspirer notre école et qui sait, peut-être l'améliorer. Nour, quand on décide de devenir professeur, c'est parce qu'on a aussi envie de changer les choses peut-être. Quand on regarde un reportage sur les méthodes alternatives, est-ce qu'il y a des choses qui sont inspirantes et est-ce qu'on peut l'améliorer, notre école ? Oui, je pense que tout n'est pas perdu. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et avant toute chose, avant l'apport théorique, avant les pédagogies, je pense qu'on forme des individus et que l'important, c'est qu'ils aient confiance en eux. Tu fais quoi pour ça, par exemple ? Les valoriser, ne pas les pénaliser encore plus sur une mauvaise note en leur répétant, etc. Mais en leur disant, en voyant la chose dans l'autre sens, en fait. Tu as eu 5, mais qu'est-ce que tu as compris ? Et qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Mais surtout, qu'est-ce que tu as compris ? J'ai fait un stage aux États-Unis, et donc là, c'était vraiment différent du système français. Alors, raconte ça. Je trouve que le système est beaucoup plus proche des élèves, et le suivi est du coup plus personnalisé. Plus proche, concrètement, c'est quoi ? C'est que, par exemple, les bureaux ne sont pas alignés de la même façon ? Oui, voilà, ils étaient par îlot de 4 élèves, donc face à face. Du coup, les travaux de groupe étaient quasiment systématiques pour chaque activité. Le professeur circule plus, ils sont plus actifs, les élèves. Et c'est moins frontal, peut-être ? C'est moins frontal. Du coup, en plus, l'entraide entre eux se fait naturellement. Oui, moi, je crois que Nathalie. Ce qui nous manque réellement, c'est la capacité des enseignants à faire travailler ensemble ces élèves, ce qu'on appelle la pédagogie coopérative. Et cette coopération, elle peut même être entre les classes. Par exemple, lorsque nos petits sixièmes arrivent dans les collèges complètement perdus, ils pourraient très bien avoir un parrain, un élève de 3e qui les accueille, montre les locaux, fait découvrir, répondre aux grandes questions de ces élèves. Bref, il nous manque vraiment de la coopération entre élèves. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Parce que finalement, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire en cours et puis que tu aies des collègues qui voient comment ça marche et qu'ils fassent aussi, finalement, la liberté pédagogique, elle n'est pas que sur le fond, elle est aussi sur la forme. Pourquoi on ne s'inspire pas des bons trucs qui sont faits par le voisin, Émilie ?
Mais rien ne nous empêche de le faire. Enfin, je vois non, rien ne nous empêche de le faire. C'est sûr que le métier, ça prend par l'expérience, mais à côté, on a besoin quand même d'avoir des bases derrière. C'est un métier comme un autre, et on ne peut pas être envoyé comme ça dans une classe et puis nous dire... Dans l'arène. Voilà, dans l'arène, mais c'est ça, des fois, c'est l'arène. Je vous propose un reportage et on en discute après, entre autres sur l'évolution du numérique. Quel instant que je vous vis. Notre école est-elle adaptée aux besoins du XXIe siècle? Elle est en tout cas souvent remise en question. Pourtant, si on se compare aux autres pays, il y a de meilleurs élèves, comme les Finlandais, les Japonais, les Canadiens et les Australiens, mais nous, eh bien nous sommes classés plutôt dans la moyenne des écoles internationales selon l'OCDE. Avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. Ni bon, ni mauvais. En France, vous avez 20% d'élèves qui sont en échec scolaire en 2009. Et ça, c'est vraiment un chiffre alarmant, surtout quand on regarde par rapport à il y a une dizaine d'années où l'échec scolaire était autour de 15%. Donc on comprend qu'aujourd'hui, toute réforme d'éducation doit vraiment être faite pour lutter contre cet échec scolaire. Et il y en a eu des réformes. Jospin, en 89, qui a fait de l'éducation la priorité nationale et qui voulait conduire 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Bayrou, en 93, pour réformer le bac et créer des filières S, ES, L, STT. Fillon, en 2005, qui a créé le socle commun des connaissances. Chaque ministre de l'Éducation, et encore aujourd'hui Vincent Peillon, veut repenser l'institution, repenser l'enseignement, ou les deux. Et pourtant, malgré tous ces efforts, on attend encore que ça change. L'école évolue beaucoup moins vite que les nouvelles technologies d'une part et que le reste de la société d'autre part. Et donc il y a un décalage qui va croissant entre ce que l'enfant vit à l'école et ce qu'il peut vivre en dehors. Et ce décalage crée des tensions. Et la question, c'est est-ce qu'on peut inventer une manière où l'école accompagne les enfants et les prépare au monde de demain. C'est le rôle que Socrate avait déjà donné, qui est la capacité à questionner et à faire accoucher les esprits. La clé du progrès, le numérique. Dans notre société, on le retrouve partout. Alors pourquoi ne pas l'intégrer plus à l'école? Et vous, qu'en pensez-vous? Quand on est à l'école, on est en train de préparer la société de demain. Est-ce que toi, tu as l'impression que l'école, aujourd'hui, elle est connectée au monde dans lequel on vit? Là, je me prépare à enseigner dans le secondaire, l'anglais. Et à l'heure de la mondialisation et de l'Union européenne, à travers notre formation et le savoir qu'on doit dispenser, on nous pousse à ouvrir sur l'international, justement. L'enseignement de l'anglais a changé par rapport à ce que nous, on a connu. Nous, c'était un enseignement très frontal. On ne prenait pas forcément beaucoup la parole. Là, aujourd'hui, on nous encourage à apprendre aux élèves à communiquer dans cette optique, justement, oui. Voilà, de s'ouvrir à l'international. Rester connecté à une société mondialisée. Anne-Claire? On nous demande à nous aussi, même au primaire, d'avoir une certification en langue, notamment énormément à l'oral, comme tu le disais. On nous demande ça maintenant à un temps T, alors que ça fait peut-être 4 ans qu'on a décroché des langues. Donc nous-mêmes, on doit se reformer pour former des élèves. En fait, ce que tu dis, c'est que l'école ne va pas cesser de se réformer et toi, tu ne vas pas cesser de te reformer. Oui, mais parce que finalement, il y a une évolution. Oui, mais je pense que justement, cette formation continue des profs, même quand on est prof, n'est pas assez présente. Il faudrait une formation continue, au moins des rappels de stage, notamment pour les tableaux numériques. Les personnes qui sont déjà en activité, comment vont-elles faire pour se former au tableau numérique? Tu penses, Julie, que c'est quelque chose d'important, le tableau numérique? Le tableau numérique apporte un plus à l'enseignant. Maintenant, il n'est pas non plus... disons que le tableau noir reste quand même important. Je pense que le tableau numérique n'est pas forcément nécessaire dans les établissements. Je pense qu'il vaudrait mieux investir sur justement des cours particuliers, c'est-à-dire que les professeurs puissent donner des cours particuliers aux élèves pour bien les aider, pour les aider vraiment dans leurs difficultés. Et leur donc tu parles du soutien, et que oui, en gros, si on a 2 €, il vaut mieux les mettre sur le soutien, je pense, que dans le numérique. Parce que de toute façon, le numérique, ils y sont confrontés tous les jours avec leur téléphone, leur ordinateur, enfin ils l'ont tout le temps en fait. C'est pas qu'ils y sont confrontés, c'est qu'ils sont formatés parfois. Oui, déjà. Leur cerveau a changé. Je pense pas qu'il faille pas du tout avoir d'informatique, c'est-à-dire de les guider dans des recherches, etc. C'est une très bonne chose, mais je pense pas que le tableau numérique soit indispensable au métier de professeur. Je pense que justement le numérique peut être un support
à ce soutien et qu'on peut intéresser aussi des enfants par le numérique et les faire raccrocher au système par ce moyen-là. Je ne pense pas que ce soit deux moyens qui s'opposent. Du coup, si on fait un petit tour d'horizon très rapide pour clore cette émission, est-ce que vous êtes plutôt positif sur l'avenir de l'école ? Plus l'école sera en phase avec son époque, on parlait de la modernité, je pense qu'il faut absolument être moderne, s'approprier ces outils dont on a parlé qui sont nouveaux, mais c'est comme tout, hein, comme un élève, il rentre au CP, c'est nouveau pour lui, pour un enseignant, c'est nouveau d'utiliser ces outils. Les enfants qu'on a en face de nous sont nouveaux aussi, ils ne sont pas comme nous on était, et je pense que si on garde cette dynamique de renouveau, c'est comme ça que tout évoluera dans le bon sens. Nathalie Mons, vous souhaitiez revenir sur ce qui vient d'être dit ? Oui, je crois que le numérique, c'est à la fois la tarte à la crème et ce qui est fondamental et auquel on ne va pas échapper. Il faut évidemment aller dans le sens de ce mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on forme des jeunes à certains métiers qui peut-être dans 10 ans n'existeront plus. Donc il faut leur donner une formation qui soit large, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on les enferme dans des filières. Il faut leur donner aussi une formation qui est cosmopolite, qui est ouverte sur l'international. Bref, il y a vraiment un besoin de réfléchir à cette vision d'école. Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette nouveauté, qui est en l'occurrence le numérique, c'est pas aussi un petit peu ton concurrent direct ? Avant, le professeur, c'était lui qui incarnait le savoir. Il y avait une sorte de transmission du savoir verticale, de haut en bas. Et maintenant, la source d'information est horizontale, dit-on. Ça vient de toutes parts. Du coup, ça affaiblit aussi ton pouvoir par rapport à l'élève que tu as en face de toi. Mais non, justement, on a un ennemi maintenant qui s'appelle Wikipédia. Mais qu'on peut combattre avec les mêmes armes, en fait, puisque Wikipédia, l'Internet, les sources d'information sont énormes et variées et très accessibles. Mais justement, c'est une si grande mer qu'on s'y noie facilement. Et que justement, voilà, on est, nous, là pour guider cette information et pour leur faire construire aux élèves des savoirs fondés sur cette masse d'informations qui est transformée en vraie connaissance. Moi, j'ai envie de vous remercier pour tout ce temps, toute cette intelligence, tout ce savoir, ces choses personnelles que vous nous avez données. Et puis, j'espère que ça vous plaira quand vous regarderez l'émission. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci. On a l'impression vraiment d'être écouté, de pouvoir se faire entendre sur nos points de vue, c'est ça qui est intéressant. Le cadre était très intimiste, donc ça nous a permis d'échanger sans être justement trop intimidés. J'espère qu'à nous tous, on aura montré des enseignants motivés. Nous aussi, on veut faire bouger les